État mixte sur papier. Chapitre 13. Je m'étale de l'aquarelle sur le visage. C'est une sorte de violet, je crois. Puis je vais me poster devant le bureau des infirmiers, médecins. Le docteur I éclate de rire. Elle me prend par le bras et m'emmène dans ma chambre. Elle ferme la porte, prend une chaise, me dit de m'asseoir, prend une autre chaise et s'assoit en face de moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça? Je sens la peinture sécher et mon visage se rigidifier. Je suis en train de me transformer en statue. J'ouvre la bouche et tente de bouger mon nez. Le docteur I rit à nouveau. Allez vous laver. Je m'éclipse dans la salle de bain puis reviens, propre. Elle me regarde. Alors? Je réfléchis. Je me dis bon, je ne peux pas lui dire que je m'ennuyais terriblement et que j'étais triste et que j'avais juste envie de m'amuser et de la faire rire. Ça fait pas sérieux. Je ne me souviens pas du reste de l'entretien. Comme tous les matins, je fume un joint avec Jade et A sur le parking de l'hôpital. A est un garçon en fauteuil roulant, il a une tige de fer plantée dans le tibia. Quelquefois, avec Jade et ma voisine de chambre E, on emmène l'autre A dehors avec nous. L'autre A, c'est une fille en sédation. Elle n'arrive pas trop à parler. Des fois, c'est compliqué parce qu'il faut presque la porter. C'est très particulier les rapports entre patients. Ces liens qui se créent sont certainement parmi les plus intenses que j'ai jamais tissés. La solidarité est une évidence, on est tous dans le même bateau, tous vulnérables, tous drogués aussi. Tout se fait de manière très directe, pas d'inhibition au premier contact, tout de suite des questions importantes, précises, et en une seule discussion, on se connaît. On ne se demande pas vraiment si on s'apprécie, ça n'a aucune importance. On est ensemble, c'est un fait. Alors on vit ensemble, comme une sorte de famille éphémère. Chacun a son rôle, qui change en fonction de son humeur, de son état et de sa disponibilité. Mais les tempéraments parlent, et on endosse souvent le même rôle. Il y a ceux qui protègent, qui rassurent. Il y a les plus fragiles, dont il faut s'occuper, qu'il faut réconforter, les sédatés, et puis toutes sortes de nuances de rapports, comme les grandes sœurs et les sortes de cousins. Mais ce qui est drôle, c'est que les rôles ne concordent pas spécialement avec les âges. Un patient de 20 ans peut être le soutien d'un autre de 40. Toutes les différences sociales, générationnelles et même intellectuelles s'effacent au profit de la cohésion du groupe. Mais le problème de ce genre de rapport, c'est que dès que la famille éclate, on ne retrouve plus les individus. On sort de l'hôpital, alors on se dit au revoir, on est sûr de se revoir parce que, forcément, c'est obligé après ce qu'on a partagé. Puis quelques semaines plus tard, alors qu'on n'arrive toujours pas à reprendre pied dans la vie réelle, on se donne rendez-vous dans un café, on a hâte de retrouver un ami de l'hôpital, quelqu'un qui sait. Mais voilà, on est face à face autour de la petite table et on ne sait absolument pas quoi se dire. On est gêné, parce qu'on ne se souvient pas des 3/4 des discussions qu'on a pu avoir, parce qu'on a la mémoire flinguée. Pourtant on sait qu'on a été si proches, on s'en souvient quelque part, mais on ne se rappelle pas comment, on ne se rappelle pas pourquoi. Là, à cette terrasse de café, tout est plus compliqué, parce qu'on est lucide, on n'ose plus. Alors que faire? Parler de la pluie et du beau temps? Dire des conneries du genre « Alors, c'est quoi ta vie ?» alors que 3 semaines après l'hospice, la vie c'est toujours néant. C'est impossible, je ne peux pas. On se connaît trop bien pour que je te fasse la conversation, mais on se connaît si peu que je n'arrive pas à te parler. Impasse. Les rapports entre patients sont les plus intenses, les plus brefs aussi. Chapitre 14. Ne me laissez pas tomber. Je regarde ma psy, le docteur I. Je sais que je ne suis pas censée dire ça. Je ne suis pas censée lui dire ça. Mais c'est ce que je sens. Je dis ce que je sens. Et je me sens désespérée. Elle ne dit rien. Je me sens abandonnée. J'ai envie de lui dire « Retenez-moi, je tombe !» Mais je sens qu'elle ne veut pas entendre ça. Alors je me tais. Je fixe le vide. C'est terrible de ressentir les limites de la personne qui pourrait vous aider le plus. Je teste les gens, je teste les soignants, je vais loin pour voir jusqu'où ils sont prêts à aller. Mais je finis toujours par me cogner contre leurs limites, le moment où ils abandonnent, le moment où ils se protègent, et je sens le docteur I proche de ce moment. Je pense, fallait pas venir me chercher, je vous avais prévenu pourtant. Elle va laisser tomber. Chaque jour je reviens avec une nouvelle brûlure de cigarette, chaque jour l'infirmière me fait un nouveau pansement. Que faire de moi? Vraiment, je ne sais pas. Finalement, je sors de l'hôpital. Allô, F? Oui. Salut, c'est S. Ça va? Alors, qu'est-ce que tu fais?
Je suis vraiment désolée, mais je ne me souviens absolument pas de toi. Ah. Mais tu sais, S, je t'amenais à manger à l'hôpital. Non, Désolée, vraiment. Tu sais, avec les médocs et tout ça, j'ai oublié plein de trucs. Ah, d'accord. Bon, tant pis. Au revoir. Au revoir. Elle avait l'air si enthousiaste. Quelle déception j'ai senti dans sa voix. Dire à une personne qui s'est visiblement un peu préoccupée de vous, qu'on ne se souvient pas de qui elle est, c'est le truc le plus dur que j'ai jamais fait. Décevoir quelqu'un, lui dire « Je sais que j'existe pour toi, mais tu n'existes pas pour moi. » Je suis sortie de l'hôpital depuis 2 semaines. Je ne sais plus où j'en suis. Tout est noir. Je n'y vois plus rien. Je ne sens plus rien. Je disparais. Et pourtant, quelle douleur d'être là. Quelle douleur d'être. Je ne veux plus exister. C'est fini. J'abandonne. Tout m'échappe. Je n'y comprends rien. Je ne sais pas qui est je. Ce jeu m'embarrasse. Je renonce à le comprendre. Je renonce à le vivre. Je renonce à l'être. C'est insupportable. Ce besoin d'aller plus bas, toujours plus bas. Ce besoin de tout détruire, toujours, dès que le bonheur semble accessible. Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je cherche ? Borderline, bipolaire, personnalité labile, qu'est-ce que j'en sais ? Qu'est-ce que je m'en fous ? Dépacote, Séroplex, Abilify, Zyprexa, Solian, Rivotril, Temestal, Amictal, Tertian, Dépamide, Lysanxia, Terralène, et que sais-je encore ? Chapitre 15. Jade a été hospitalisée ailleurs, dans un autre hôpital. Je ne l'ai pas revue depuis ma sortie, et là, elle est devant moi, elle colorie des mandalas imprimés sur du papier machine. Je l'aide, dans la petite salle commune, entre les plantes et les paravents. Je ne sais plus de quoi on parle. On sort fumer une cigarette dans le jardin. Elle m'explique qu'elle est surveillée 24 heures sur 24 par une infirmière parce qu'elle a fait une bêtise. Elle veut que je lui demande ce qu'elle a fait, je le sens. Alors je lui demande. Elle me dit en rigolant qu'elle a essayé de s'étouffer avec un sac en plastique, mais que les infirmiers sont arrivés à temps. Et ça la fait rire. Et ça me fait rire aussi. Je ris, et j'ai envie de lui foutre une claque. Et j'ai envie de me frapper. Je la déteste de me dire ça. Je me déteste de ne rien pouvoir dire, rien faire. Dire quoi, faire quoi ? Je suis qui pour lui dire que la vie vaut le coup ? Comment pourrait-elle me croire ? Ce n'est pas ce qu'elle veut. Aujourd'hui, elle veut que je sois complice. Elle s'adresse à un miroir, de suicidaire à suicidaire. Mais je ne veux pas. Je ne peux pas être complice de ça. Tu as essayé de t'étouffer ? Comme c'est drôle, moi je me retrouve aux urgences tous les mois. À ton avis, qui va crever la première ? Je sors d'un entretien avec le docteur I. Je crois que mon hospice l'a vacciné. C'est vrai que ça a juste été pire. En sortant, alors qu'elle me raccompagne dans le hall, je tente de lui expliquer qu'absolument tout ce que je fais dans la réalité est contaminé par la fiction. Vous savez, une fois, pour un concours, on devait écrire le contraire d'un texte, et dans ce texte, j'ai écrit que le personnage se brûlait avec des cigarettes, et je me dis que si je ne l'avais pas écrit auparavant, je ne l'aurais probablement jamais fait en vrai. C'est parce que je l'ai écrit, parce que j'ai créé cette situation dans ma tête, que 2 ans plus tard, je l'ai rendue réelle, je l'ai réalisée pour de vrai. Si un jour, pendant un concours, je n'avais pas laissé venir à moi l'idée que mon personnage se brûlait avec des cigarettes, je n'aurais certainement jamais pensé à me brûler moi-même avec mes cigarettes. Mais ma psy ne m'écoute pas. Elle hoche la tête en disant « Oui, d'accord, c'est ça, a l'air de dire. Mais oui, délire toute seule si tu veux. Moi, je suis pressée, là. » Alors que moi, ça me paraît crucial pourtant. Je suis en train de lui dire un truc important, là, non ? Vraiment ? Je délire toute seule ? Il faut que je vous montre. C'était un concours d'entrée dans une école d'art. Ça, c'est le texte de base, imposé. J'ai tué papa. J'ai tué papa, j'ai tué maman, j'ai égorgé ma petite sœur dans son berceau. Mais aujourd'hui, je n'ai plus de ces crimes qu'un souvenir très confus. J'en parle parfois à ma femme les soirs où je suis angoissée par ma vie professionnelle. Si ton père n'avait pas eu un fusil et une collection de poignards, je n'étais pas coupable. Elle m'embrasse, je la déshabille, je caresse ses seins, son sexe. Nous avons un rapport jubilatoire sur le canapé du salon. Extrait des Jeux de plage, Régis Geoffrey, édition verticale. Et voici le texte contraire que j'en ai tiré moi. J'ai créé mon père, j'ai créé ma mère, j'ai créé ma petite sœur. Je m'en souviens très bien, c'était il y a 2 ans, ici même. Je n'en parle à personne, j'ai bien trop peur qu'on me les vole. C'est tellement rare, ici, les gens qui ont encore quelques membres de leur famille en vie. D'ailleurs, les gens eux-mêmes ne restent jamais en vie très longtemps par ici. C'est normal, vu notre travail. Nous travaillons pour des gens très puissants, maîtres de la rue, des trottoirs, de là où nous vivons. Mon père déteste les armes.
Ces gens en ont beaucoup. Je me sens coupable souvent. Alors je fais pleurer ma mère et crier mon père. Ça fait rire ma sœur. Elle rit de moi. Elle me trouve idiot. Alors pour la forme, pour justifier mon travail et pour faire taire ma famille, je prends le petit bout de cigarette ramassé 1 heure plus tôt dans le caniveau, je l'allume et je me brûle. Partout. Ça fait pleurer ma mère, ça fait honte à mon père, et ma petite sœur s'en va. On aime se faire du mal dans cette famille. Voilà, je vous le dis, moi, c'est de ce texte que tout est parti en live. Tuer, créer, sexe, automutilation.